Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Stéphanie Colombo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Alors Stéphanie, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous nous racontiez votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la teinture végétale. D'accord, alors écoutez, enchantée Pauline, enchantée à tous les auditeurs. Alors moi, je suis arrivée en fait sur la teinture végétale un peu par hasard. J'ai un parcours où j'ai travaillé, j'ai occupé pendant un peu plus de 20 ans différents postes dans le domaine de la vente, puis du marketing, jusqu'à, on va dire, la direction de filiales d'entreprise. Du coup, j'ai toujours travaillé sur des produits. C'est vrai que pour moi, c'est très important de travailler sur des choses qui s'incarnent, sur des choses qui sont tangibles, dans des domaines très variés. Alors, absolument pas ni dans la peinture, ni dans le textile. C'est vraiment quelque chose de nouveau que je découvre avec mon impression énormément. J'ai plus travaillé auparavant sur des produits dans l'univers de l'électronique grand public, dans l'univers des produits pour les enfants, que ce soit de la puériculture ou du jouet, et notamment en contact avec pas mal d'enseignes de la grande distribution, des enseignes spécialisées, mais aussi des enseignes de la grande distribution. Et c'est vrai que c'est, je dirais, une très bonne école et intéressant en termes d'approche parce que effectivement, ils ont des cahiers des charges qui sont extrêmement précis, extrêmement exigeants et qui vous aident à travailler, on va dire, les différents axes de développement produit, en fait. C'est vrai que c'est des choses dont je me sers aujourd'hui dans ce travail de développement et de création de la gamme et des produits Naturaphile. Et puis, écoutez, en fait, j'aime beaucoup les challenges. Donc, c'est vrai qu'après un certain nombre d'années passées dans cet univers, j'ai eu envie de faire quelque chose de complètement différent. J'ai toujours eu un petit peu dans le coin de ma tête l'envie de créer ma propre entreprise parce que je trouve que finalement, ce défi de se dire arriver à vivre par soi-même, créer son job en fait, agir selon ses convictions et surtout, à un certain moment donné, mettre ses compétences aussi au service en fait d'une cause à laquelle on croit, de quelque chose qui fait sens. Et l'idée d'améliorer le quotidien des femmes, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me suis dit que c'était un beau défi à relever. Et c'est ça qui m'a donné envie de changer finalement un petit peu d'orientation professionnelle et de partir sur ce projet d'entrepreneuriat. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à la lingerie la lingerie teintée naturellement? Enfin, comment vous pouvez nous raconter un peu Naturaphile, le début, la genèse, de A à Z votre projet? Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période du Covid, comme un très grand nombre de femmes, finalement, j'ai tout simplement pas porté de soutien-gorge parce que je pense que c'est une période pendant laquelle on est tous revenus à des choses finalement plus simples, plus naturelles. On a eu par la force des choses un petit peu plus de temps pour faire attention à soi, pour manger mieux, faire un petit peu plus attention aussi à son activité physique. Et revenir finalement à des choses assez essentielles et assez authentiques. Et puis, quand il a fallu retourner au travail, j'ai pas particulièrement eu envie de me remettre dans le port du soutien-gorge qui est finalement relativement contraignant. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, qu'il y avait un certain nombre de femmes aujourd'hui qui aspiraient à plus de confort au niveau de leur lingerie et à des choses plus naturelles. Alors moi, j'ai d'abord cherché pour moi, tout simplement, des sous-vêtements qui soient dans des matières à la fois
naturels et très confortables. J'ai cherché des sous-vêtements en 100% coton bio et très honnêtement, j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment pas. Vraiment, c'est la portion congrue. En fait, à chaque fois qu'on regarde les petites étiquettes sur nos sous-vêtements, même quand on nous dit que c'est en coton ou en coton bio, on se rend compte que c'est jamais à 100%. Il y a toujours dedans justement des matières dérivées du pétrole, telles que de l'élastane, du spandex. Et je me suis dit tout simplement, moi j'ai des enfants, pour eux je trouve des choses qui sont entièrement en coton bio, donc je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça existerait pour les enfants et ce serait pas possible pour les adultes? Il y a pas de raison finalement. Et du coup, je me suis lancé un peu ce défi de dire si ça n'existe pas, il faut le créer en fait. Il faut trouver une solution pour que ça puisse fonctionner, ça puisse, même sans élastane et sans spandex, apporter un bon maintien. Et puis, effectivement, en creusant vraiment sur ce qu'il y avait dans notre lingerie, sur la composition, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, on nous parlait beaucoup des matières. C'est souvent ce dont on nous parle le plus. Mais en réalité, le plus nocif et le plus synthétique finalement, que ce soit pour nous comme au niveau de l'impact environnemental, c'est la teinture. C'est la teinture parce que pour le coup, la teinture, depuis que la teinture végétale a quasiment disparu depuis finalement l'avènement de l'industrialisation, la teinture des tissus, elle est essentiellement synthétique. Et là, pour le coup, alors c'est que des dérivés de pétrole, il y a plus rien de naturel dedans. Et en m'y intéressant, en fait, en creusant, en échangeant aussi avec des personnes qui m'ont aussi ouvert les yeux sur cette existence de la teinture végétale que je ne connaissais pas au départ. Notamment, j'ai rencontré au tout départ du projet, en fait, Odile Blanchard de l'atelier Bleu Grenade, qui était aussi dans ce projet, elle, de remonter une boutique atelier autour de la teinture végétale dans Paris. Donc, elle m'a expliqué le fonctionnement, comment est-ce qu'elle s'y prenait, la magie des plantes, la beauté de ces couleurs extrêmement poétiques et toujours uniques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été une évidence. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment une lingerie qui soit entièrement naturelle, sans compromis, avec vraiment aucun produit dérivé du pétrole, pas de plastique, vraiment uniquement la matière au niveau du tissu la plus brute possible, la moins transformée possible et teinte uniquement avec des plantes. Parce que finalement, la nature nous offre vraiment tout ce dont on a besoin. On est parti chercher des choses parfois compliquées, très artificielles. Et voilà. Mais finalement, quand on regarde autour de nous, il y a ce qu'il faut pour nous contenter et nous satisfaire. Top. Donc, je comprends bien maintenant le déclic, la volonté de trouver donc ce produit, 100% matière brute, teint naturellement. Combien de temps ça vous a pris entre l'idée et le produit? Parce que vous n'êtes pas du métier du textile, donc j'imagine que même faire les prototypes, sourcer la matière, trouver les matières premières pour les colorants, trouver une teinturerie, comment vous avez fait? Quel temps ça vous a pris? Alors ça a été une grande aventure. Je dirais que ça continue à l'être. Mais bon, c'est aussi la beauté de la chose et l'intérêt de découvrir des choses aussi nouvelles, en fait. C'est quand même génial, je trouve, de pouvoir apprendre comme ça toute sa vie et continuer à découvrir. Écoutez, en tout, ça m'a pris quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans parce que, comme vous dites, en fait, moi, je suis pas du métier, donc j'ai dû un petit peu tout apprendre et je pense que j'ai forcément passé plus de temps que quelqu'un qui connaissait pour découvrir le fonctionnement et du marché du textile et de la création de modèles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord commencé à partir du moment où le concept était bien défini, c'est-à-dire la volonté de développer une gamme de lingerie qui soit la plus naturelle possible, la plus respectueuse possible de notre corps et la plus respectueuse également de l'environnement, en fait, puisque souvent ce qui est bon pour nous est bon pour la Terre, les deux sont quand même extrêmement liés.
à ce moment-là, une fois que l'idée des produits était définie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en fait à dessiner les modèles. Donc, je suis pas particulièrement styliste, mais bon, j'ai toujours beaucoup dessiné, donc je me suis lancée là-dedans, à dessiner les modèles, à contacter une couturière pour, du coup, commencer à travailler avec elle pour monter les modèles. Ce qui s'est arrêté assez vite parce qu'en fait, elle m'a expliqué qu'elle était certes couturière, mais pas du tout modéliste lingerie. Et en fait, la lingerie, c'est très, très complexe. Il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué de développer des sous-vêtements que des vêtements classiques. Il faut des ateliers de confection qui sont spécifiques aussi parce qu'ils ne travaillent pas avec la même marge d'erreur, ils n'ont pas forcément les équipements similaires à des ateliers qui feraient, par exemple, des t-shirts. Donc, en fait, elle m'a assez vite fait comprendre, cette couturière, que voilà, j'allais vraiment avoir besoin de personnes qui sont expertes en lingerie. Et puis, en parlant autour de moi, en fait, de fil en aiguille, dans mon réseau, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient des modélistes expertes en lingerie. Et à ce moment-là, en fait, on avait commencé un peu le travail de développement avec la couturière. Mais après, je me suis entourée de vraiment 3 modélistes seniors en développement de lingerie. Puis, on a formé comme ça une petite équipe pour vraiment poursuivre le développement de la gamme et finaliser les modèles. Alors après, D'accord. c'est relativement long parce que il faut faire plusieurs versions de prototypes. On a fait 7 versions de prototypes pour aboutir les produits. Moi, j'ai été assez subjuguée, je dirais, par ce travail de modéliste lingerie parce que franchement, c'est un boulot d'architecte. Faut être super bon en géométrie dans l'espace, en visualisation. Ça a été hyper intéressant. Je me suis rendu compte aussi que quand on faisait les essayages et qu'on faisait venir différentes femmes avec bien sûr des morphologies différentes pour valider en fait l'adéquation par rapport aux tailles, finalement, personne ne connaît réellement sa taille en lingerie. C'est-à-dire que toutes les femmes arrivaient en disant «Ah, moi, je fais telle taille». Et en fait, quand les modélistes nous prenaient les mesures, ça correspondait jamais. Donc, il y a aussi un grand besoin, je pense, d'accompagnement des femmes pour les aider à trouver les modèles qui leur conviennent. En tout cas, il y a cette notion de conseil, je pense, qui est très importante aussi sur ce marché et dans ce qu'on va apporter en fait aux consommatrices. Et puis donc le travail de ce développement de gamme s'est poursuivi. En parallèle, bien sûr, il a fallu que je recherche comment j'allais faire pour concrètement trouver du jersey de coton bio en teinture végétale. Et là, ça partait pour être assez simple et finalement, ça s'est avéré extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais rentrée en contact avec une jeune femme qui une jeune femme en fait dont le mari est indien et qui a créé une société dans le but en fait justement de remettre au goût du jour la teinture végétale et qui s'était positionnée en tant que grossiste en tissu, en teinture végétale, vraiment spécialisée là-dedans. Et puis en fait, on a travaillé ensemble pendant un certain temps la mise au point des couleurs que je souhaitais développer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au Covid, malheureusement, les ateliers de teinture végétale avec lesquels elle travaillait en Inde n'ont pas pu poursuivre leur activité. Et à ce moment-là, elle m'a dit, écoutez, moi, je suis embêtée parce que j'ai une solution sur la chaîne et trame. Il faut savoir que c'est plus simple de pratiquer la teinture végétale et d'obtenir une bonne homogénéité sur un tissu chaîne et trame que sur de la maille, où là, c'est réellement plus complexe. Et en fait, elle n'avait plus du tout de solution à me proposer sur de la maille. Donc là, c'était un peu patatras parce que tout était calé. Et je me suis retrouvée en fait avec plus aucune solution pour la matière première. Bien sûr, c'était l'été 2021, donc pas possibilité non plus de voyager pour chercher une solution. C'est vrai que moi, j'avais pensé à l'Inde au départ parce que il faut savoir qu'eux n'ont jamais arrêté la pratique de la teinture végétale. C'est vrai que c'est tout simplement parce qu'en fait, ils utilisent toujours, ce sont les plantes de la médecine ayurvédique là-bas qui sont beaucoup utilisées pour pratiquer la teinture. Et du coup, comme c'est des plantes qui sont très ancrées dans leur tradition, leur savoir-faire, c'est une pratique qui ne s'est pas perdue, en tout cas beaucoup moins qu'en Europe. Et du coup, naturellement, suite à ce partenariat qui n'avait pas pu se faire, je me suis mise à chercher du coup d'autres fournisseurs potentiels de tissus en teinture végétale en Inde. Sauf que quand on ne peut pas y aller, parce que c'est le Covid, c'est quand même assez c'est compliqué. compliqué.
Donc là, heureusement, il y a quand même des plateformes business qui sont assez bien faites, qui m'ont permis de rentrer en contact avec beaucoup de fournisseurs en Inde. J'ai vraiment passé tout mon été à échanger avec des personnes là-bas, commander beaucoup d'échantillons de tissus. Et puis après, j'ai fait le tri et là, ça a été assez compliqué parce qu'en ayant commandé énormément d'échantillons de tissus, en fait, j'ai vraiment retenu un seul fournisseur potentiel qui proposait des choses de qualité. C'est vrai que j'ai un peu tout eu, hein. J'ai eu des tissus qui arrivaient où j'ouvrais, il y avait de la poudre partout. J'ai aussi dû faire des tests parce qu'on m'a aussi envoyé des tissus, mais ma question était, mais est-ce que c'est réellement de la teinture végétale? Donc, c'est vrai que j'ai fait un peu des tests de réaction à l'acidité en utilisant tout simplement du citron. Parce que clairement, avec des gouttes de citron, quand on en applique sur de la teinture, sur des tissus censés être en teinture végétale, s'il n'y a pas de décoloration, il n'y a pas de changement de couleur, c'est pas de la teinture végétale. Donc bon, j'ai fait un petit peu le tri dans ce qui était, ce qui n'était pas de la teinture. Et puis le fournisseur avec lequel j'ai souhaité travailler parce que ça correspondait, on va dire, à mon cahier des charges. Lui, il faisait pas du tout les coloris que je souhaitais faire. Donc, on est reparti sur tout un développement au niveau des couleurs. Donc voilà, ça a été vraiment l'aventure. Et puis, par la suite, j'ai dû également chercher des accessoiristes. Parce que dans des sous-vêtements, il y a du tissu, mais il y a aussi des élastiques. Il y a aussi, pour les soutiens-gorge, les petits anneaux et les régleurs, ce qui vous permet tout simplement d'ajuster les bretelles. Je voulais également un petit médaillon décoratif à l'emblème de la marque, notamment la fleur de Garance. Et puis après, il faut également trouver un atelier de confection. Voilà, et tout ça, ça a pris encore du temps et ça n'a pas été simple. Alors, je voudrais profiter peut-être de cet échange pour dire qu'en fait, on a des accessoires, on a des créateurs, des fabricants d'accessoires de lingerie qui sont présents en France, pas mal autour de Lyon. Et il faut savoir qu'ils ont une réputation internationale. En fait, je ne savais pas du tout, mais je me suis rendu compte que on était vraiment très réputés au niveau de la France pour tout ce qui est accessoires de lingerie et ces sociétés fournissent vraiment les marques dans le monde entier. Donc ça, c'est super parce que du coup, ça permet aussi de développer des choses au local. Et puis après, ce qui s'est avéré assez complexe, ça a été aussi la recherche de l'atelier de confection, en fait. Parce qu'en fait, pour la lingerie, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment un atelier spécialisé dans la confection de lingerie. Il y en a très peu en France. Ceux qui existent sont quand même assez occupés finalement, puisque du coup, comme ils sont très peu nombreux, ils sont assez sollicités. Il faut réserver des créneaux de production très longtemps à l'avance. Moi, je me suis un petit peu heurtée et ça a été dommage, je trouve, quand même à un certain, je dirais, manque de flexibilité. C'est-à-dire que je les ai tous contactés, les ateliers, et quand j'échangeais avec eux, que je leur expliquais que j'étais en train de travailler sur le développement du projet, que je souhaitais donc donner des produits en confection, on m'a expliqué qu'il fallait réserver donc vraiment au moins 1 an à l'avance et qu'il fallait bloquer un créneau de production. Alors très bien, mais moi je leur disais en fait que je ne savais pas à quel moment j'allais être prête pour la production. Et c'est là où, en gros, on m'a un petit peu dit qu'à partir du moment où je bloquais le créneau de production, de toute façon, si je ne le prenais pas, je serais quand même redevable de la somme parce que j'avais bloqué l'usine. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais bon, après, je me suis tournée vers le Portugal parce que l'idée, c'était quand même d'aller au plus près possible de la France. Et en fait, au Portugal, ils ont un mode de travail un peu différent. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent plus en gestion intégrée. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur achète le tissu et qu'on leur donne la confection. Ce à quoi, dans l'absolu, moi, je n'ai aucune problématique par rapport à ça. Mais quand je leur ai demandé s'ils savaient faire du jersey de coton en teinture végétale, là, pour le coup, ça a coincé en fait. Je n'ai pas trouvé d'atelier qui sache le faire. Donc bon, finalement, j'ai fait beaucoup de salons, rencontré pas mal d'ateliers de confection. Et puis, j'ai fini par rencontrer un atelier qui est basé en fait à Casablanca, dans le nord du Portugal, qui fait beaucoup de grandes marques de lingerie, qui pour le coup m'a demandé des quantités initiales assez importantes, mais qui a été vraiment intéressé par le projet et qui a accepté
voilà, de réaliser les protos industriels et de lancer la confection sur une petite quantité. Et c'est comme ça que tout a démarré. Mais effectivement, tout ça a pris quasiment 2 ans. J'ai reçu la première production l'année dernière au mois de juin. Oh, je suis dingue, ça devait être une émotion. Ah oui. Et alors, du coup, c'est quoi les minimums de... Parce que, bon, on a travaillé toutes les deux dans la grande distrie, donc on sait de quoi on parle. Les minimums de quantité, donc j'imagine largement que vous deviez passer après toutes les grosses boîtes de lingerie, hein, que ce soit l'atelier de confection ou... donc ça, j'imagine que ça a dû être un parcours du combattant. Pareil, les minimums de quantité, ça représente quoi? Parce que vous lancez un prototype, enfin, vous lancez un produit, vous avez fait 7 prototypes, donc vous êtes plutôt sûr de vous, mais il y a quand même le risque de faire des quantités et qu'elles soient stockées. Donc, vous avez dû passer combien de commandes de... C'était d'ailleurs un ensemble sous-vêtements. C'était quoi votre premier produit? Alors, la gamme en fait que j'ai lancée, qui est la gamme actuelle, hein, du coup, elle est relativement, je vais dire, courte en termes de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je propose 3 soutiens-gorge et 4 culottes. Après, en fait, ça va assez vite en termes de nombre de références dans le textile parce que, bien sûr, il y a des tailles. Et moi, comme tout est basé autour de la couleur, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce caractère unique et cette beauté des couleurs naturelles qui est incomparable. Déjà, il n'était pas question de faire du noir et du blanc parce qu'il n'y en a pas dans la nature. Il y a suffisamment de choses et que pour moi, ce n'est pas cohérent avec l'idée de la teinture végétale. Mais j'avais la volonté quand même de proposer différents coloris. Aujourd'hui, j'ai quand même 8 coloris dans la gamme, ce qui est beaucoup. Donc, en fait, vous voyez, même quand on a peu de modèles, multiplié par 5 tailles et 8 coloris, on arrive vite à un peu plus de 250 références. Donc ça, déjà, c'est vrai que pour se lancer sur ce marché, voilà, faut quand même avoir en tête qu'il faut avoir les moyens dès le départ de financer le stock de manière assez conséquente. Après, pour répondre à votre question, alors les ateliers ont à peu près, ont tous des notions de ce qu'on appelle les MOQ, c'est-à-dire les quantités à produire qui sont voilà, qui sont différentes, mais souvent quand même, on va nous demander au moins 3000 pièces pour un modèle. Donc ça 3000 pièces, donc c'est une taille, une couleur? Non, c'est un modèle. C'est-à-dire c'est un modèle voilà. différentes couleurs et dans les différentes tailles. D'accord, voilà. c'est déjà plus... ouais, d'accord. Exactement, c'est déjà plus raisonnable. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce que j'ai fait produire, moi j'ai fait faire 1500 pièces lors de ma première production. Donc en juin dernier, et j'ai lancé une seconde production que j'ai reçue au mois de janvier, et là j'ai fait 3500 pièces. Mais en tout, en fait, réparties sur les 7 modèles, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Du coup, après, mais on trouve quand même des ateliers qui sont prêts, même dans les différents pays, à faire des plus petites productions. Simplement, forcément, ils sont pas forcément aussi bien équipés que des ateliers plus grands qui travaillent pour des grandes marques, qui ont davantage de bandes passantes, si je peux dire. C'est-à-dire que la production peut durer une semaine au mieux de 3. Ils sont quand même équipés aussi pour pouvoir lire tout simplement les patrons numérisés, parce que les plus petits ateliers, certains travaillent uniquement à base de dessins, ils ne sont pas forcément informatisés. Et puis, par exemple, au niveau de l'économie en termes d'utilisation du tissu, c'est important, avant que le tissu soit coupé, d'optimiser la découpe informatiquement. Donc voilà, donc il y a un vrai intérêt en fait, et au niveau du temps de travail et au niveau quand même des économies d'échelle, d'aller travailler avec des ateliers qui sont bien équipés. Et alors du coup, Stéphanie, donc vous achetez vos tissus alors on appelle ça des laises, non, des laits? Non, c'est ça. Alors le lait, c'est la largeur du tissu. Après, moi, j'achète des métrages en fait, donc un certain nombre de mètres de tissu qui sont teints donc en Inde. Oui, alors en fait, l'idée, c'est de faire un maximum d'opérations en Inde. C'est-à-dire l'Inde, ce que je trouvais intéressant, c'est que il y a le coton qui pousse là-bas. Bon, de toute façon, il ne pousse pas en Europe. Donc là-bas, on peut acheter le coton, le faire tisser, le faire teindre. Ça permet de faire ces 3 étapes, en fait, finalement, dans un même pays. Alors, pas forcément dans les mêmes régions de l'Inde, mais en tout cas dans un même pays. Et du coup, en fait, donc, le tissu
est préparé en Inde. Effectivement, après, il part à Casablanca, au Maroc. D'accord. Les accessoires achetés près de Lyon vont également dans le nord du Maroc. Et après, le tout revient en France. Donc, ça fait quand même pas mal D'accord. de trajets. Un produit moyen va faire 10 000 kilomètres. Donc, c'est bien mieux que la majorité de nos vêtements qui en font plutôt autour de 60 000. Après, ça reste à optimiser, quoi. C'est pas, je n'étais pas Après, partie Stéphanie, forcément juste pour pour vous le dire, j'ai vachement là, apprécié votre aller transparence. tard. Ah, pardon, il y a un petit décalage, mais je voulais dire, j'ai hyper apprécié votre transparence sur votre site internet parce que j'ai vu que vous l'affichiez en disant, bah voilà, je suis à 10 000 km pour un produit et qu'en fait, vous êtes toujours en démarche d'amélioration, mais j'ai trouvé ça très honnête de votre part de le dire parce qu'il y a plein de gens qui veulent cacher ils ont un peu peur, oui, c'est vrai, de se faire un peu lyncher, mais j'ai trouvé ça top que vous soyez dans une démarche de transparence, d'indiquer, que vous êtes comme ça aujourd'hui, parce que aussi, ça fait qu'1 an que vous êtes lancé et que du coup, c'est quelque chose que vous cherchez à optimiser. Donc du coup, coton, tissé, teint en Inde en long métrage, confection au Maroc et vos accessoires de lingerie qui arrivent de France, de Lyon pour Casablanca. OK. Est-ce que dans ces... je rebondis parce qu'en fait, je vous l'ai dit avant qu'on démarre, le petit fil conducteur quand même sur le textile du podcast, c'était la lingerie parce qu'on a commencé avec Bombo et on a eu simplement lingerie. J'ai une question. Il y a des acteurs qui font qui tissent. Est-ce qu'il y a des acteurs français qui tissent le coton en Jersey, ce que vous cherchiez Alors, en il y France? a des acteurs français, je pense, qui tissent le coton. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a par exemple Bugis. Je ne sais pas si vous les connaissez. Bugis, en Non. fait, justement, c'est leur métier, vraiment de tisser, de D'accord. partir des fils, des fibres et de tisser. D'accord. Donc, après, il y a pas mal de choses à creuser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis partie sur ce principe où c'est directement le tissu qui est teint. On pourrait imaginer aussi de faire teindre les fils. Ça, c'est une autre possibilité. Ça pourrait Oui. d'ailleurs aussi donner la possibilité peut-être de créer des modèles à motifs. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Après, il faudrait trouver qui peut être en capacité à teindre les fils en teinture végétale. Alors, j'ai une idée, Stéphanie. Ouais. J'ai eu, tu vois, vous voyez comme ça, c'est bien de parler ensemble. J'ai eu la chance d'aller à l'atelier Pile Couleur, donc à Roubaix, qui est, et c'est 2 entreprises qui sont ensemble avec la teinturerie de la justice de Roubaix. Et eux sont des spécialistes du fil depuis de très nombreuses années. Et ils ont en projet de teindre du fil à la couleur végétale. Donc, je vous le glisse comme ça, mais ça pourrait être intéressant d'explorer cette piste de fil teinté. D'accord. Alors, écoutez, c'est hyper intéressant parce que je les connais. Je ne connaissais pas ce projet dans leur bagage, si je peux dire. Et d'ailleurs, je les connais. Et pour tout vous dire, même, on lance là une petite... un coloris en série limitée ensemble. Génial. D'ailleurs, que là, prochainement, sur un coloris lavande. Donc, c'est effectivement l'idée d'essayer de travailler au local pour faire des séries limitées et apporter encore davantage de couleurs. Donc ça, c'est top. On peut quand même faire des choses au local, hein. Enfin, j'ai travaillé aussi, je vous parlais en amont de l'atelier Bleu Grenade. Par exemple, on a travaillé ensemble sur l'idée en fait de recyclage d'un certain nombre de tissus que j'avais commandés en Inde, que je n'ai finalement pas utilisés. Alors, ceux qui n'étaient pas de la teinture végétale, je les ai réemployés autrement, mais ceux qui étaient en teinture végétale, mais que je n'ai pas, que je n'ai pas avec les fournisseurs avec lesquels je n'ai pas travaillé finalement. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que avec donc l'atelier Bleu Grenade m'a créé des tampons à l'effigie en fait des plantes tinctoriales. Je lui ai donc passé en fait les tissus en teinture végétale qu'on n'allait pas utiliser. Et elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des impressions en teinture végétale sur ce tissu, selon un schéma que je lui avais partagé, pour qu'ensuite je puisse moi confectionner des pochettes de rangement pour les ensembles. Donc de temps en temps,
j'en mets en avant quand, par exemple, c'est l'anniversaire d'une consommatrice ou pour des opérations spécifiques. Et ça a été fait, pareil, dans l'atelier parisien. Donc, c'est vrai qu'il y a ces coloris en sérénité avec l'atelier Picouleur à Roubaix, le travail sur les impressions végétales, du coup, avec l'atelier Bleu Grenade à Paris. Donc, ça, c'est bien. Mais en fait, ce qui manque, je pense, aujourd'hui, c'est quand même la possibilité de faire réaliser des produits en teinture végétale sur des plus grands métrages ou des plus grosses capacités. Parce que, par exemple, je vous donne juste une idée de la petite série limitée qu'on fait avec Pile Couleur. Dans un bain de teinture, on peut teindre 50 pièces. Vous voyez, 50 Alors, pièces. Stéphanie, Oui. encore quelque chose que je veux vous partager. Donc, pour préciser, l'épisode de Pile Couleur, c'est l'épisode 30, il va sortir début juin. Donc, on aura Marine et Lucie qui nous racontent le projet. Donc, ça, c'est top. Et deuxièmement, l'épisode qui est sorti cette semaine, donc jeudi, c'est avec Justine Jeans de Lyon, donc justement pas loin du tout de vos accessoires, qui, elle, fait des métrages. Donc, je pense qu'elle arrive à 20 mètres, je crois que c'est ça, c'était 10-20 mètres de teinture végétale. Et son obsession et son objectif, c'est l'homogénéité parfaite. Et donc, je me dis en parlant avec vous qu'en fait, peut-être que ce serait intéressant de rencontrer aussi Justine pour échanger avec elle, qui est juste à Lyon en plus. Donc, ça pourrait être parfait. Mais vous avez le même constat que beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, c'est souvent voilà, des petites quantités, 2 kilos, 5 kilos. Ouais, j'entends ce point de blocage, quoi. Alors, écoutez, je serais ravie de rencontrer Justine, effectivement, parce que je pense que déjà, 20 mètres, c'est... Alors, ça reste une petite quantité, entre guillemets, parce que juste pour... Par exemple, la dernière production que j'ai faite, j'ai acheté par coloris plutôt entre 180 et 250 mètres. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, c'était pour faire 3500 pièces. Donc, c'est vrai qu'après, petit à petit, voilà, la marque s'installe. C'est vrai que c'est quand même amené à se développer. C'est le sens de l'histoire. Donc, on voit que il y aurait quand même besoin d'une solution sans doute un peu plus industrielle et un petit peu moins artisanale, parce que c'est aussi le défi, en fait. C'est-à-dire que la teinture végétale, alors soit c'est très, très artisanal, c'est des pratiques un peu personnelles dans son garage ou pour se faire plaisir, soit c'est semi-artisanal. Et d'ailleurs, même l'atelier qui réalise la teinture des métrages dans le sud de l'Inde, quand on voit comment ils sont organisés, on est vraiment au carrefour entre l'artisanat et l'industrie. Enfin, c'est pas de l'industriel, c'est du semi-artisanal. Il y a quelques machines, mais c'est quand même extrêmement manuel dans la réalisation des bains de couleurs. Et voilà, et c'est ça qui manque, je pense, peut-être aujourd'hui. En France, ce serait vraiment quelqu'un qui remonte un atelier de teinture végétale un peu plus industrialisé, avec quand même une capacité à aller faire des métrages un peu plus importants. Mais bon, les choses changent aussi beaucoup et je pense qu'on avance et que c'est aussi beaucoup un sujet d'actualité. Donc, voilà, moi j'ai bon espoir que ce soit possible en fait. Ouais, non, mais je pense que là, sur le podcast, on a reçu justement, on va recevoir David Godino, donc de Alliance Machine Textile, qui lui lance la première machine à teindre de la taille d'une machine à laver, mais qui fait des bains, genre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 kilos qui peut teindre, 3 ou 5 kilos. Donc, je vous le dis. Et donc, ça sera l'épisode qui arrive. Et on a eu beaucoup d'invités sur le podcast qui ont parlé, comme vous, du semi-artisanal et l'étape d'après entre la teinture artisanale et des plus grandes quantités. Donc, je pense que vous êtes nombreuses en tout cas, à avoir le souhait. La demande doit être là, vu que tout le monde se creuse les méninges. Donc, je pense que oui, ça va émerger prochainement et qu'il y a déjà des belles avancées. En tout cas, dans les invités que j'ai eus, c'est souvent abordé ces sujets et je trouve ça génial que, justement, via le podcast, que ces idées, elles puissent cheminer et qu'entre vous, vous puissiez vous rencontrer, etc. Donc, je comprends bien, du coup, le chemin de vos produits. Donc, comment vous les vendez, vos produits? Les circuits, les canaux de vente, de distribution, c'est quoi? Alors aujourd'hui, j'ai principalement 3 canaux de distribution.
Donc le premier, c'est le site internet, hein, ce que j'ai construit vraiment tout au démarrage. Ouais. Donc là, je dirais c'est assez classique, c'est un site de vente marchand. J'ai essayé de le faire le plus didactique possible parce que c'est vrai que vendre par internet de la lingerie, c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est vrai que on aime bien essayer, ce qui est normal, mais c'est quand même possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré par exemple une vidéo d'aide pour prendre ses mensurations. On va dire un peu dans les règles de l'art. Essayer de trouver la taille qui nous correspond le mieux, dans la gamme. Après bien sûr, il faut être, très disponible aussi, hein, pour accompagner les consommatrices. Parfois effectivement, quand, j'ai des consommatrices qui ont commandé un modèle qui leur convient pas, j'essaye d'en proposer un autre, en comprenant un petit peu quelles sont leurs attentes et ce qui n'a pas, ce qui n'a pas été, au moment de l'essayage. Mais en tout cas, voilà, ça a été la première chose que j'ai mis en place, même si je n'ai jamais cru, pouvoir vendre de la lingerie en faisant juste un e-commerce. Ça, pour moi, alors je suis un peu l'ancienne génération aussi avec, on a parlé tout à l'heure de la distribution, mais du monde du magasin physique. Donc je pense que de toute façon, l'avenir est un peu on va dire, pour employer ce terme très usité en ce moment, au cross-canal, hein, et au fait de, effectivement proposer, des produits, sur différents canaux à la fois, digitaux et physiques. Donc après ce que je fais beaucoup aussi, c'est que, je suis très présente sur les salons bio. Il y a un grand nombre d'événements, et de salons bio en France. D'ailleurs, même un petit peu au-delà des frontières, notamment je pense à la Belgique. Et ça, c'est très intéressant parce que, je me rends compte en fait que sur ces salons, je rencontre vraiment des consommateurs qui sont à la recherche de produits sains, de produits naturels, de produits qui sont bons pour eux. Parce que finalement, l'idée de ma lingerie, c'est quand même avant tout une lingerie qui permette de prendre soin de soi. Parce que ça devrait jamais nous contraindre. En fait, ça doit plus être un cocon clairement qu'une contrainte. Et je pense que ça peut nous aider à prendre soin de nous. Et finalement, il y a une bonne synergie entre ce que viennent chercher les consommateurs sur les salons bio, et les produits. Et ça fonctionne bien. C'est vrai que, en général, je remarque que c'est vraiment la couleur, hein, là, ça c'est les couleurs végétales qui attirent les gens à distance. Et puis après quand, voilà, ils s'approchent, on commence à discuter un petit peu, c'est vraiment la douceur des matières, c'est vraiment le confort, c'est vraiment le fait que, c'est l'idée d'une lingerie qu'on ne ressent pas quand on la porte en fait, hein, qui se fasse complètement oublier. Et ça, les gens sont très en demande de ça, en fait. C'est d'ailleurs, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le premier critère de choix pour sa lingerie, c'est le confort, avant même l'esthétique. Bien sûr, ça reste important, l'esthétique, le prix, et cetera, mais c'est vraiment, on est quand même dans une recherche, très hédoniste, en fait, hein, au niveau des produits. Et puis, d'autant plus, j'ai envie de dire, pour la lingerie, parce qu'on la porte quand même en moyenne 16 heures par jour, c'est beaucoup. C'est des choses qu'on met finalement sur des zones assez sensibles de notre corps. Heu et comme je disais en amont, aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à avoir une activité physique, mais on fait pas toujours très attention à ce qu'on met sur soi. Et franchement, moi, lors de la genèse du projet, quand je me suis rendu compte de ce qu'on mettait réellement sur nous, je me suis un peu dit qu'on était des dingues, en fait, et que, il fallait vraiment, être plus sensible à ça, y faire plus attention. Voilà. Parce que dans mes consommatrices, il y a des personnes qui sont intéressées parce qu'elles sont en recherche de produits éthiques, éco-responsables, parce qu'elles sont en recherche de produits très confortables, très doux, qui sont naturels. Mais j'ai aussi des gens, et ça, j'ai à peu près 15 quand même de mes consommatrices qui sont des personnes qui ont des problèmes de santé, soit d'allergie à un nombre de composants, pas mal de femmes aussi en post-cancer du sein, qui, une fois qu'elles ont fait une chirurgie reconstructive, n'arrivent pas à trouver des choses en fait, hein, qui soient suffisamment douces, et qui leur aillent. Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, il y a vraiment besoin, de produits très naturels. Et pour finir sur la question des réseaux de distribution, en fait, aujourd'hui, je suis aussi, dans tout un travail pour me faire référencer dans les boutiques de mode éthiques. Voilà, donc ça, D'accord. c'est un travail un peu plus de longue haleine, hein. C'est vrai que encore une fois, n'étant pas de ce marché au départ, je n'ai pas forcément les réseaux, le carnet d'adresses. Donc c'est un gros travail de démarchage, de prospection, d'aller rencontrer,
voilà, gérant de boutique de mode éthique. Mais bon, ça progresse. Voilà, je suis déjà référencée sur Paris, sur Toulouse, en discussion sur Nancy. Donc, c'est vraiment ces 3 canaux-là, principalement de distribution que je travaille aujourd'hui: le site internet, les salons bio, les boutiques de mode éthique. Et puis là, je suis en train de réfléchir aussi, à essayer de mettre en place un service un peu de boutique à domicile. Ça, voilà, D'accord. je creuse un peu, mais je pense aussi que, pour avoir fait des tests, ça peut s'y prêter, sans aller forcément dans la vente à domicile, mais plus vraiment un service où, c'est moi et puis par la suite peut-être avec une équipe, voilà, qui irait à la rencontre des personnes, pour pouvoir essayer les produits dans des bonnes conditions et vraiment apporter, du conseil, en fait, et de l'aide au choix. Ok, top. On a parlé des couleurs. Quelle plante vous utilisez pour vos couleurs? Donc, si j'ai bien compris, il y a 8 coloris dans la gamme, plus des coloris qui arrivent à lavande avec pile couleur. Quels sont vos 8 coloris et avec quelle plante vous faites, ces belles couleurs? Alors, dans mes 8 coloris, en fait, j'ai 2 coloris différents sur les verts. J'ai un vert, un petit peu plus anis et un vert un petit peu plus, olive. J'ai D'accord. également, pas mal de coloris dans des tonalités chaudes, avec un coloris qui s'appelle terre de sienne, ou comme son nom l'indique, on est sur un rouge orangé, légèrement brun. J'ai également, un rose qui va tirer un peu vers le fuchsia, le coloris fleur de lotus. Un rose un peu plus, floral, un peu plus proche, on va dire, du rose bonbon, qui est le coloris, fleur d'orchidée. J'ai 2 coloris roses beaucoup plus pâles, en fait. Un coloris qui va tirer un peu plus vers le chair, qui est le bois de rose. Et puis, le coloris sable rose, qui est un rose vraiment très, 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 très pâle. Et le coloris l'écume de mer, qui pour le coup est réellement fait avec de l'écume de mer, en partie, C'est vrai? qui est un écru. Ouais, ça c'est assez dingue en fait, mais Alors, c'est quoi ça? Ouais, et finalement, on peut aussi teindre avec, d'autres composants naturels, non végétaux. c'est incroyable. L'écume de mer. Donc, attendez, parce que moi, je suis pas proche de la mer, mais écume de mer, c'est la mousse qui arrive avec les vagues. Exactement. C'est la mousse qui arrive avec D'accord? les vagues, qui est en fait, qui est utilisée, qui est séchée et qui va donner, un coloris, clair, mais qui va tirer un petit peu vers le jaune, beige, très, très clair en fait. Ah, je vous dis assez proche d'un Ouais. écru, mais très chaleureux. D'accord, ok. Je ne savais pas. Et alors, du coup, vous avez donné des noms, fleurs d'orchidée, etc. Mais c'est pas teint avec les Voilà, orchidées. alors non, alors ça, Ouais, c'est vraiment voilà. des coloris, donc c'est vrai que pour moi, Ouais. c'était évident d'avoir des noms de coloris végétaux. Mhm. Après au niveau des plantes de la teinture, alors, en fait, l'atelier va utiliser à la fois des plantes assez, classiques, et usitées en teinture végétale. Je pense notamment, bon, déjà à la garance, qui est quand même la plante emblématique, de la teinture végétale. On va utiliser également des écorces de grenade, Oui. des pelures d'oignon, du basilic. Donc tout ça, c'est des plantes assez classiques. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que comme, au niveau de sa pratique, l'atelier, faut imaginer que l'atelier, il est vraiment situé, dans la forêt équatoriale dans le sud de l'Inde. C'est vraiment une toute D'accord. petite unité de production. Et en fait, la particularité, c'est que cet atelier ne travaille pas à la base de pigments, mais directement à partir des plantes. En fait, ils vont Ah, ramasser des génial. plantes autour de la forêt équatoriale. C'est ça aussi que je trouvais, très sympa dans Ouais, c'est cette top. idée, le fait que ce soit complètement local, même si c'est local en Inde et pas en France. Mais, ils vont ramasser les plantes, donc ils utilisent également beaucoup de plantes endémiques, du sud de l'Inde. Hum. Alors, par exemple, ils vont utiliser, du vembadam, du margousier, une plante qui s'appelle, flamme de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a de l'éclipte blanche, donc ça ressemble un petit peu à une petite marguerite. Donc un certain nombre de plantes que nous, forcément, on connaît moins parce qu'elles poussent pas tellement, dans notre environnement, Chez nous. heu, mais mais qui sont, voilà, qui sont vraiment, on va dire locales, dans cette forêt. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans la pratique de cet atelier, c'est que, les tissus sont teints plusieurs fois. Ça, c'est aussi pour qu'il y ait une bonne homogénéité, une bonne tenue de la couleur, au moins 3 fois en général. Et à la fin, donc l'eau est filtrée, hein, à chaque fois pour qu'elle soit réutilisée, mais à la fin du process, en fait,
l'eau est filtrée et elle sert à irriguer les champs, en fait, environnants. Donc, on est vraiment aussi dans une utilisation qui est finalement en circuit fermé un petit peu autour de cet atelier. D'accord, super. Oh bah, j'ai bien fait de poser cette question-là parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des noms de plantes voilà, locales en Inde. Alors, du coup, Stéphanie, si ça vous va, on passe sur une partie de l'épisode plus sur les inspirations, des questions plus courtes, un peu en tac au tac. Est-ce que si vous étiez donc une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, pas évident comme question. Il y a énormément de plantes que j'aime bien. Je dirais peut-être le margousier, aussi appelé Nîmes. Peut-être ça parlera plus à certains, qui est utilisé dans le coloris feuille de thé, parce que déjà, il a un nom très évocateur, en fait. Il signifie, en fait, qui donne bonne santé. Et puis, c'est une plante que je trouve très esthétique, très actuelle, parce que tout s'utilise, en fait, dans le margousier. Avec le jus des feuilles, en fait, on peut soigner les maladies infectieuses. Les pousses et les fleurs peuvent se manger. Et puis, on utilise les feuilles en teinture végétale. Top. Donc, une plante hyper complète. Si vous aviez un livre qui vous a inspiré, un livre qui vous a plu, soit sur la lingerie, soit sur la couleur végétale, soit sur les plantes, est-ce que vous pouvez nous en citer un? Alors ça, j'aurais du mal à vous en citer. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup plus appris sur et la lingerie et les plantes par mes échanges avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont expertes dans ce domaine-là. J'ai pas Alors, pas de livre particulier qui me viennent en tête. ok. Est-ce que vous avez une source d'inspiration, que ce soit une personne, un compte Instagram, j'en sais rien, une source d'inspiration qui vous inspire, c'est le cas de le dire. Écoutez, pas particulièrement. Je dirais qu'après, je suis quand même beaucoup inspirée par la peinture d'une manière générale, parce que en fait, je suis une grande amoureuse des couleurs. J'adore la couleur. Voilà, j'ai moi-même dessiné, peint pendant pas mal de temps. Donc, je dirais surtout la peinture en général. La peinture, les tableaux, voilà, mais pas, je dirais pas un artiste en particulier. C'est D'accord. vraiment assez global. D'accord. Si je vous demandais trois actions qui pouvaient inciter le réemploi de la teinture végétale à grande échelle, vous diriez quoi? 3 actions. Alors, déjà peut-être avoir davantage de surface cultivée avec des plantes tinctoriales, parce que ça reste assez limité quand même, malgré tout, aujourd'hui sur le territoire. Je dirais également, un peu pour faire le pont avec ce qu'on a dit tout à l'heure, trouver une solution, sans doute relativement industrielle, pour pouvoir teindre des tissus à plus grande échelle. Et puis en troisième point, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de l'eau, de l'utilisation de l'eau, parce que néanmoins, la teinture, qu'elle soit végétale ou pas d'ailleurs, mais utilise énormément de ressources en eau. Et je pense qu'un des enjeux pour le futur, il est là. Il est comment réussir à teindre en employant beaucoup moins d'eau, en fait. D'accord. Ouais, t'as des fins relevées. C'est ça. Une question assez personnelle, mais que j'ai posée aux autres actrices sur la lingerie. Aujourd'hui, peut-on vivre de la teinture végétale seule, sans activité à côté? Est-ce que c'est viable? Comment ça fonctionne? Quel est votre avis là-dessus? Alors, moi, je pense qu'on peut tout à fait en vivre. Je pense qu'il y a pas de je vois pas pourquoi on pourrait pas en vivre alors qu'on peut vivre d'une activité de lingerie plus classique. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, même si la teinture végétale est en renaissance globalement au niveau du monde, mais en tous les cas, sans doute par rapport à ce qui se pratiquait il y a un certain temps, on arrive à faire des couleurs relativement homogènes, qui ont une bonne tenue dans le temps. Je pense qu'il y a une infinité incroyable de coloris qui peuvent être développés. Je pense qu'on peut travailler à peu près toutes les formes en teinture végétale. C'est vrai que pour le moment, moi, je suis partie sur de l'uni, mais si on travaillait sur la base de Filta, ce serait pas du tout impossible de créer également de la lingerie avec des motifs. Moi, écoutez, ça me paraît faisable et je dirais même que je pense que je vais pouvoir commencer à me rémunérer à partir de l'année prochaine.
ce qui est quand même Génial. important aussi pour assurer la Ouais, pérennité de bah ouais. l'activité. Donc je vois pas de frein particulier, si ce n'est de dire peut-être quand même qu'en teinture végétale, on peut faire de la lingerie, on peut faire des vêtements de nuit. Ça, c'est un peu ma prochaine étape. On pourrait imaginer aussi faire un peu des vêtements d'intérieur. Par contre, le seul frein que je vois réellement, c'est quand même, des vêtements pour l'extérieur parce qu'il y a quand même cette problématique, de la couleur, hein, qui va passer plus facilement quand elle est exposée au soleil. Mais en tout cas, pour tout ce D'accord. qui est, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, je pense qu'on peut tout à fait en vivre comme n'importe quelle entreprise, de lingerie classique. D'accord, OK. J'allais vous poser comme avant-dernière question, quels sont vos projets, pour vous, Stéphanie, pour la suite? Donc, quel type de produit, pardon, vous aimeriez développer? Est-ce que vous avez, des idées de couleurs, des idées de partenariats? Quelles sont, voilà, la suite pour vous, dans les mois qui arrivent? Mois et années, hein, qui arrivent. Bien sûr. Alors du coup, bah, écoutez, moi je travaille là sur la fin d'année, sur le développement d'une collection de vêtements de nuit. Parce que finalement, on porte, donc à peu près 16 heures par jour notre lingerie à même le corps, mais le deuxième vêtement qu'on porte le plus à même notre corps pendant relativement longtemps, c'est les vêtements qu'on met pour dormir. Donc en fait, je suis en train de développer, du coup, avec les modélistes, une gamme avec, un pyjama pour l'hiver prochain, donc un bas et puis un haut à manches longues. Et on travaille aussi sur, une nuisette et puis, un petit caraco qui pourra servir soit de caraco, soit de haut de pyjama. Donc une gamme de nuit. Pour l'année prochaine, en fait, ce que je souhaiterais vraiment faire, c'est, développer des nouveaux modèles, notamment pour les soutiens-gorge, parce que je me rends compte, en fait, c'est vrai que ce qui est très intéressant en allant sur les salons bio, c'est qu'on est tout le temps en contact avec le consommateur. Et ça, c'est génial parce que, on est au plus près, en fait, hein, des attentes et des besoins des personnes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quasiment aucune offre existante sur des produits naturels pour les personnes qui sont en bonnet F et G. Donc qui ont des poitrines assez fortes. Alors déjà, d'une manière générale, il y a moins de produits, mais Ouais, elles ne trouvent rien du tout, ouais. voilà, en matière naturelle. Donc ça, c'est vraiment des choses à développer. Et puis j'aimerais aussi, enrichir un petit peu avec des nouveaux modèles. Je ne vais pas faire une gamme pléthorique, mais peut-être, on va dire, 2 nouveaux modèles de haut, 2 nouveaux modèles de bas en 2024. Et puis par la suite, moi, j'aimerais aussi développer une gamme pour les hommes parce qu'il y a pas de raison. Je me dis, Ah, eux génial! aussi, ils ont besoin d'avoir des choses, qui soient saines, pour eux, hein. C'est vrai que pour avoir pas mal discuté avec, des gynécologues, il y a quand même aussi un vrai sujet aujourd'hui autour de la baisse de la fertilité au niveau des femmes, mais aussi des hommes. Alors bien sûr, il y Oui. a des tas de facteurs environnementaux, hein. Je ne dis pas que c'est lié uniquement à ce qu'on met sur soi, mais ça peut quand même y participer. Donc voilà, autant, mettre aussi des choses saines, donc voilà. Donc C'est j'oublie pas les hommes, je les ai, dans un coin de la tête. je rebondis, c'est l'épisode qu'on a enregistré, l'épisode 24 avec Audrey Millet qui, dans son livre, D'accord. qui s'appelle «Le livre noir de la mode», indique la baisse, enfin, on en parle, la baisse de fertilité, liée aux colorants, chimiques qu'il y a dans nos vêtements, et elle dépose un texte au Parlement européen justement là-dessus pour qu'on soit plus vigilant sur les colorants synthétiques. Donc vous êtes complètement dans le vrai, c'est Ah pas bah, c'est une que super lié. initiative en tout cas. Bah, en tout cas, son livre, je ne l'ai pas là puisque j'ai fini de le lire. Son livre, je vous le recommande et je vous dis, c'est l'épisode, je vous viens de le dire, le 24. Voilà. Le Donc, 24, c'était bah, je vais hyper aller jeter intéressant. un intérêt. Ouais, c'est génial. Et Audrey, elle nous livre aussi sur tout l'aspect, comment c'est pratiqué la teinture dans le monde et l'impact, donc vraiment de la teinture. On a fait un focus et elle parle également du coton bio. Donc, je pense que ça va vous plaire. J'ai une dernière question, Stéphanie. La tradition, c'est de se passer le micro. Donc, je voulais savoir à qui vous aimeriez passer votre micro, pour que j'aille interviewer cette personne. D'accord. Alors, je pensais à un certain nombre d'intervenants, mais que vous avez déjà interviewé, Pauline. Mais écoutez, je dirais bien Audie là, de l'atelier Bleu Grenade, hein, qui a réalisé D'accord. notamment, alors elle va, c'est intéressant parce qu'elle va pas, elle travaille peu le coton bio, elle va plus travailler en fait, des écheveaux de laine ou de la soie. Elle a notamment, réalisé des productions pour, Laine Paysanne. Je ne sais pas si vous les connaissez?
Mais je pense que ça Super. pourrait être très intéressant et puis, en plus, si vous voulez y aller en mode reportage, voilà, elle a son atelier, c'est extrêmement intéressant à visiter, elle est d'ailleurs installée aussi avec une céramiste, qui fait de très jolies choses. Ah OK, bon super. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Stéphanie, ou est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en plus? Bah, écoutez, peut-être, juste souhaiter que, voilà, collectivement, tout cet univers de la teinture végétale arrive ensemble, à grandir, à se démocratiser davantage, à se faire connaître. Je pense que c'est le bon moment. Je pense qu'il y a une vraie volonté, aujourd'hui des consommateurs, pour aller vers des choses saines, naturelles, qui font du bien, voilà, qui sont rassurantes aussi parce que ce côté très authentique des plantes, c'est quelque chose qui est rassurant aussi, je pense, pour les gens. Et voilà, moi je crois vraiment, au développement, à la démocratisation de la teinture végétale et je pense aussi que, bah, plus ça se développera, plus on arrivera aussi à proposer des choses, avec, des prix, qui deviendront de plus en plus raisonnables et qui permettront vraiment d'aller toucher plus d'offrir, on va dire, ce procédé bienfaisant, à de plus en plus de personnes. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous! And for all that we thank God for all that the elder thought for all that the elder for all that the elder for finding the best everything.